Le téléphone vibre sur le coin de la commode, une lumière blafarde qui déchire l'obscurité de ta chambre à 3 heures du matin. Tu jettes un œil distrait, tu vois ce nom s'afficher, et pour la première fois depuis des mois, ton cœur ne s'emballe pas. Rien. Pas une palpitation, pas une goutte de sueur, pas cette envie viscérale de déverrouiller l'écran pour lire une justification qui n'arrivera jamais. C'est à cet instant précis, dans ce silence pesant que tu as enfin appris à apprivoiser, que le prédateur de ton passé comprend que la partie est terminée. Il sent à travers les ondes et le vide que son emprise s'est évaporée comme une brume matinale sous un soleil de plomb. Il réalise que le fil invisible qu'il tirait avec tant de morgue vient de casser, net, laissant ses mains vides et son ego à vif. On parle souvent de ce que nous ressentons quand on se fait broyer, mais on oublie d'observer ce qui se passe dans le crâne de celui qui pensait posséder les clés de ton esprit. Ces individus fonctionnent avec une boussole interne complètement faussée. Un instrument dont le nord n'est pas la vérité, mais leur propre besoin de domination. Ils naviguent, à vue, dans un océan d'insécurité chronique qu'ils camouflent sous une assurance de façade. Ils sont persuadés d'être les seuls capitaines à bord, traitant les autres comme de simples membres d'équipage interchangeables, des figurants dans le film de leur vie dont on peut disposer à sa guise, qu'on peut jeter par-dessus bord dès que la tempête gronde ou dès qu'ils s'ennuient. Ils ont cette certitude arrogante, presque pathologique, que tu resteras toujours à quai, à attendre leur retour, les yeux rivés sur l'horizon, prêts à pardonner l'impardonnable, à penser leurs blessures imaginaires pendant qu'ils infligent des plaies bien réelles. Ils parient sur ton empathie comme on mise sur un cheval de course qu'on sait infatigable, persuadé que ta capacité de sacrifice est un puits sans fond. Mais même le plus robuste des étalons finit par s'effondrer si on ne lui donne que de la poussière à manger, et même l'océan le plus vaste finit par se retirer devant l'ingratitude systémique. Le moment où ils réalisent que c'est trop tard ne ressemble pas à une scène de film avec des violons et des larmes de sang. C'est plus sournois, plus glacial. C'est une prise de conscience brutale de leur propre impuissance, un vertige qu'ils n'avaient jamais envisagé. Imagine un gamin qui a toujours cassé ses jouets avec une jubilation cruelle, sachant pertinemment que ses parents lui en rachèteraient d'autres, plus beaux, plus neufs, et qui soudain se retrouve devant un coffre vide, dans une maison déserte où les échos de ses propres caprices sont les seuls bruits qui subsistent. Ils ont passé des années à mépriser ta valeur, à piétiner tes efforts, à ignorer tes besoins les plus élémentaires avec un dédain qui frisait l'indécence. Ils t'ont vu t'épuiser, vider tes comptes bancaires pour éponger leurs dettes nées de leur irresponsabilité, sacrifier tes soirées avec tes amis les plus chers pour calmer leurs colères injustifiées ou leurs crises de jalousie paranoïaque. Ils pensaient que c'était un abonnement illimité à ta bonté. Ils n'avaient pas prévu que la source finirait par se tarir, que la terre deviendrait stérile à force d'être piétinée. Leur stratégie repose sur une surestimation maladive de leur propre importance, une forme de délire narcissique où ils se voient comme des monarques absolus régnant sur un royaume de pacotille, composé de sujets qu'ils ont eux-mêmes affaiblis. Chaque interaction est une transaction froide, un calcul comptable où ils doivent impérativement sortir gagnants, quitte à falsifier les comptes. S'ils te font un compliment, ce n'est jamais par admiration sincère, c'est pour obtenir une faveur immédiate ou pour préparer le terrain à une future demande exorbitante. S'ils s'excusent, ce n'est jamais par remords. Le remords est une émotion qui leur est étrangère. C'est uniquement pour éviter une conséquence fâcheuse, pour éteindre un incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé. Il n'y a aucune profondeur dans leurs sentiments, aucun relief dans leur âme, juste une surface plane, froide et réfléchissante, conçue pour te renvoyer l'image de tes propres insécurités. Ils utilisent cette projection d'avenir fictif, ce futur fucking dévastateur pour te maintenir dans un état d'attente perpétuelle, une sorte de coma émotionnel où tu vis pour un demain qui ne vient jamais. Tu te souviens de ces promesses de vacances au soleil, de cette maison de campagne qu'on allait acheter ensemble, de ce changement de comportement radical qui devait arriver dès que les choses se tasseraient au travail. C'était du vent, de la sémantique de bas étage. Des mots jetés en pâture pour calmer ta faim, pendant qu'ils continuaient à se servir grassement sur ton dos, dévorant ton énergie, ton temps et ton argent. Pendant que tu étais plongé dans ce brouillard épais, cette dissonance cognitive où tu essayais désespérément de réconcilier l'image de la personne que tu aimais avec la réalité du monstre qui te faisait face, ils savouraient leur contrôle. Ils aiment cette sensation de pouvoir manipuler tes émotions comme un marionnettiste tire sur des fils de nylon invisibles mais tranchants.
Ils savaient exactement sur quel bouton appuyer pour te faire culpabiliser, pour te faire croire que tu étais le problème, que tes exigences de respect étaient excessives, que ta sensibilité était une faiblesse ou une instabilité mentale. C'est une forme de sabotage systématique de ton estime personnelle, un minage de terrain lent et méthodique. Ils t'ont démantelé, pièce par pièce, avec la précision chirurgicale d'un horloger malveillant, jusqu'à ce que tu ne saches plus qui tu étais sans leur validation, jusqu'à ce que ton propre reflet dans le miroir te semble étranger. Ils ont créé une dépendance, une addiction au conflit et à la réconciliation, te gardant dans un état de stress post-traumatique permanent pour que tu n'aies plus la force de réfléchir et encore moins de partir. Ils ont utilisé le gaslighting comme une seconde langue, te faisant douter de tes propres souvenirs, de tes propres yeux, jusqu'à ce que tu t'excuses pour des fautes qu'ils avaient eux-mêmes commises. « Je n'ai jamais dit ça, tu es trop sensible, tu inventes encore des histoires. » Ces phrases étaient les barreaux d'une prison mentale dont ils gardaient précieusement la clé. Mais le vent tourne, toujours. C'est une loi immuable de la psychologie humaine. L'oppression finit par engendrer la révolte ou l'extinction. Et tu as choisi la révolte silencieuse, la plus efficace de toutes. Le jour où tu commences à t'éduquer sur ces mécanismes, le charme se rompt avec un fracas assourdissant dans ton esprit, même si rien ne bouge à l'extérieur. C'est comme si on t'enlevait un bandeau des yeux en plein milieu d'un spectacle de prestidigitation bas de gamme. Tu vois les fils grossiers, tu vois le double fond de la boîte, tu vois les miroirs ternis qui créent l'illusion de la grandeur, et là, le dégoût remplace la douleur. C'est une étape cruciale, le passage de la souffrance à la nausée. Tu réalises que la personne pour qui tu aurais traversé des océans, pour qui tu aurais sacrifié ta propre intégrité, n'aurait même pas daigné sauter par-dessus une flaque d'eau pour t'éviter de te mouiller les pieds. Cette prise de conscience est le début de la fin pour eux. Ils le sentent, car ils sont des éponges à énergie. Ils voient que tes réponses deviennent courtes, monocordes, dénuées de cette charge émotionnelle dont ils se nourrissent. Ton regard ne cherche plus le leur pour y déceler une trace d'approbation ou une miette d'affection. Tu ne cries plus. Tu ne pleures plus devant eux. Tu ne justifies plus rien car tu as compris que se justifier face à un menteur pathologique revient à pisser dans un violon. Tu deviens un mur de briques, lisse, froid, infranchissable. La technique de la pierre grise devient ta seconde nature et c'est ton arme la plus létale. Tu deviens ennuyeuse, prévisible, sans relief. Tu ne fournis plus le carburant narcissique dont ils ont besoin pour se sentir exister. Et sans ce miroir déformant que tu leur tendais, ils commencent à se flétrir. Le prédateur déteste l'indifférence par-dessus tout, c'est son pire cauchemar, son enfer personnel. Il préfère 1000 fois que tu le haïsses, que tu l'insultes, que tu l'harcèles de messages de reproches, car la haine est encore une forme d'attachement, une preuve irréfutable qu'il occupe encore de l'espace dans ton cerveau, qu'il a encore un impact sur ta physiologie. Mais le silence, le vrai silence, celui qui ne contient aucune attente, aucune rancœur cachée, aucune stratégie de « fuis-moi, je te suis », juste une absence totale et définitive d'intérêt, c'est ce qui le tue à petit feu, car cela le renvoie à sa propre vacuité, à son inexistence en dehors du regard d'autrui. Il va alors tenter cette fameuse manœuvre de retour, le hoovering, l'aspiration. Il va revenir avec ses plus beaux habits de lumière, exhumant des souvenirs que tu croyais enterrés, te rappelant les rares bons moments, ces phases de bombardement affectif initial où il t'avait fait croire que tu étais l'unique centre de son univers. Il va t'envoyer des messages laconiques du style « J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi » ou « Je suis passé devant notre ancien café, c'était spécial ». Il va peut-être même simuler une détresse profonde, une maladie imaginaire, une perte d'emploi dramatique ou une crise existentielle larmoyante pour piquer ta curiosité ou cette pitié qu'il sait si bien manipuler. Il veut tester la solidité de ton rempart. Il veut voir si la porte est encore entr'ouverte, ne serait-ce que d'1 millimètre, pour y glisser son pied et tout ravager à nouveau. Il pourrait même t'envoyer des photos de vous deux, prises à une époque où tu étais encore sous le choc du love bombing, pour essayer de réactiver les circuits de dopamine dans ton cerveau. Mais tu as appris que ces souvenirs sont des leurres, des appâts empoisonnés. C'est là que les relais de manipulation, les fameux flying monkey ou singes volants, entrent en scène. Ces amis communs que vous aviez, ces membres de la famille qui n'ont rien vu, qui ont été charmés par son masque social ou qui ont simplement choisi de fermer les yeux pour ne pas faire de vagues. Ils viennent te voir, la bouche en cœur, pour te dire « Oh, tu sais, il ou elle a vraiment changé, j'ai vu une telle tristesse dans ses yeux. Tu devrais lui donner une chance, on fait tous des erreurs, personne n'est parfait. » Ils sont les instruments inconscients, ou parfois très conscients, de sa reconquête.
Ils portent un de ces messages comme des chevaux de Troie remplis de vieilles rancœurs et de nouvelles chaînes. Ils te diront que tu es dur, que tu devrais faire preuve de compassion chrétienne ou de maturité. Ils essaieront de te faire culpabiliser d'avoir enfin posé des limites saines, mais tu as appris à identifier ces émissaires. Tu sais désormais que leur neutralité est une trahison et que leur médiation est un piège. Tu comprends que celui qui défend ton bourreau n'a pas sa place à ta table. Tu as compris que ces gens-là ne t'aiment pas pour qui tu es, mais pour le rôle de victime silencieuse que tu jouais si bien et qui ne dérangeait personne. Le moment où il comprend que c'est trop tard, c'est quand il réalise que tu as reconstruit ta vie sur des fondations qu'il ne peut plus ébranler parce qu'elles ne dépendent plus de l'extérieur. Tu as peut-être changé de ville, ce qui est une barrière physique, mais tu as surtout changé de géographie mentale. Tu as repris des études, tu t'es investi dans un projet qui te passionne, ou tu as simplement retrouvé le plaisir divin de lire un livre en paix dans ton salon, une tasse de thé à la main, sans craindre une scène de ménage imminente parce que tu n'as pas fait la vaisselle exactement comme il ou elle le souhaitait. Ta santé s'améliore de façon spectaculaire. Ce poids constant que tu avais sur la poitrine, cette oppression diaphragmatique qui t'empêchait de respirer normalement et qui te donnait l'impression de vivre en apnée, a disparu. Ton taux de cortisol chute, tes traits se détendent, ton teint est plus clair, ton rire est plus franc, il vient des tripes et non plus seulement des lèvres. Tu ne vis plus dans l'anticipation permanente du prochain désastre, dans cette vigilance épuisante qui caractérise les victimes de guerre. Tu as recommencé à manger avec appétit, ou tu as retrouvé un sommeil profond, sans cauchemar, où il ou elle te poursuit dans des labyrinthes sans fin. Lui, il reste coincé dans sa boucle temporelle, un enfer de répétition. Il passe d'une proie à l'autre, avec une célérité qui devrait t'ouvrir les yeux sur son incapacité à aimer. Il répète inlassablement le même scénario, les mêmes phrases d'accroche, les mêmes tactiques de séduction, les mêmes mensonges éculés. C'est une existence tragique au sens premier du terme. Une répétition sans fin d'un échec annoncé, une course effrénée pour remplir un tonneau des Danaïdes. Il regarde tes publications éphémères de loin, utilise des comptes anonymes pour espionner tes nouveaux cercles sociaux, cherchant désespérément une faille, un signe de faiblesse, une trace de nostalgie dans tes yeux. Il analyse tes nouveaux amis, tes nouvelles passions, essayant de trouver un moyen de les discréditer dans son propre esprit pour ne pas avoir à affronter la réalité de ton bonheur sans lui. Mais il ne voit qu'une personne libre, une personne qui a cessé d'être une extension de lui-même. Et la liberté d'autrui est une insulte personnelle, un affront insupportable pour celui qui ne sait qu'enchaîner. Ta réussite est son humiliation, ta joie est sa défaite. Chaque fois que tu publies une photo où tu rayonnes, chaque fois que tu partages un succès professionnel, c'est un coup de poignard dans son ego boursouflé. Il y a cette idée reçue, cette croyance romantique et toxique, que ces individus finissent par regretter leurs actes, qu'ils s'effondrent sous le poids de la culpabilité une fois seuls. Ne te berce pas d'illusions inutiles, cela ne ferait que ralentir ta guérison. Ils ne regrettent pas le mal qu'ils t'ont fait, car pour eux, tu n'étais qu'un instrument, un objet utilitaire. Ils regrettent le confort que tu leur apportais. Ils regrettent la logistique impeccable que tu gérais, les factures que tu payais sans sourciller, l'image sociale valorisante et stable que tu leur offrais aux yeux du monde. Ils regrettent l'outil, pas l'artisan. C'est une nuance fondamentale qu'il faut graver dans ton esprit. S'ils pouvaient te remplacer par une intelligence artificielle ou un robot capable de leur fournir la même dose d'admiration inconditionnelle et de service domestique sans jamais émettre la moindre critique, ils le feraient sans l'ombre d'une hésitation, sans un regard en arrière. Tu n'étais pas une personne à leurs yeux, tu étais une fonction, un réservoir à émotions, une béquille pour leur ego défaillant, un punching ball pour leur frustration. La famille, ou ce qu'on appelle tel quel, est souvent le terreau de ces drames. C'est comme un organisme vivant, ça bouge, ça se transforme, parfois ça se gangrène. On est dans un groupe qu'on ne choisit pas, ni on en construit un autre par choix, et on doit avoir le courage d'en quitter certains par survie. Tu as peut-être perdu des plumes dans cette bataille, tu as peut-être dû couper les ponts avec des gens que tu pensais essentiels, des piliers que tu croyais inébranlables. Mais regarde avec lucidité ce que tu as gagné en échange, ta souveraineté. Tu es redevenu le seul maître à bord de ton existence. Les partenaires passent, les amis évoluent, les alliances se font et se défont. Mais toi, tu restes. Si tu n'es pas en paix avec la personne qui te regarde dans la glace chaque matin, si tu ne peux pas soutenir son regard sans rougir de honte ou de regret, aucune relation, aussi passionnelle soit-elle, ne pourra combler ce vide abyssal. Le manipulateur l'avait compris très tôt, il a du flair pour les failles.
Et il s'est engouffré dans cette brèche d'insécurité pour te faire croire qu'il était ta seule issue, ton seul oxygène, ta seule chance d'être aimé. Il a exploité tes blessures d'enfance, tes peurs de l'abandon, tes besoins de reconnaissance pour tisser sa toile. Aujourd'hui, la donne a radicalement changé. Tu as compris, par la douleur et l'expérience, que l'abondance ne vient pas de l'extérieur, qu'elle n'est pas un cadeau que l'on reçoit, mais une fréquence que l'on émet. Elle vient de ta capacité à dire non, fermement, sans trembler. Chaque refus que tu opposes à une sollicitation malveillante, chaque limite que tu poses et que tu fais respecter, est une brique de plus dans ton rempart personnel. Ils détestent ce mot « non ». C'est un mot court, simple, mais qui a le pouvoir de briser leur illusion de toute puissance. C'est un mot qui les ramène violemment à leurs conditions d'humains ordinaires, soumises aux mêmes règles de respect et de réciprocité que tout le monde. Quand tu dis « non », tu ne fais pas que refuser une demande, tu affirmes ton existence en tant qu'entité séparée et indépendante. Tu n'es plus le satellite qui gravite autour de leur soleil noir, tu es devenu ton propre système solaire. Imagine la scène, car elle se produit probablement au moment même où tu lis ces lignes. Il est dans son appartement ou dans celui de sa nouvelle victime, entouré de ses nouveaux objets de conquête, de ces personnes éphémères qui ne le connaissent pas encore vraiment, qui ne voient que le masque lisse et séduisant. Malgré le bruit, malgré les rires forcés, il ressent ce creux, cette insatisfaction chronique qui le ronge comme un acide. Il repense à toi, non pas par amour, il ne sait pas ce que c'est, mais parce que tu étais la pile la plus longue durée qu'il ait jamais trouvée, la source d'énergie la plus pure et la plus résiliente. Il essaie de valider une de tes photos sur les réseaux sociaux, de t'envoyer un message anodin, une bouteille à la mer pour voir si elle revient. Et il voit que tu as bloqué l'accès, ou pire, bien pire pour son ego. Il voit que tu as lu le message, que les 2 petites coches bleues se sont affichées et que tu n'as pas répondu. Pas de réaction, pas de colère, pas de « pourquoi m'écris-tu encore ?» Juste le néant. Ce silence est un hurlement pour son narcissisme. C'est la preuve irréfutable gravée dans le silicium et dans le temps qu'il a perdu son trône dans ton esprit, qu'il a été destitué, déclassé, oublié. Tu l'as réduit à ce qu'il est réellement. Un étranger avec qui tu as partagé des erreurs de parcours. Un chapitre médiocre dans un livre qui devient passionnant. Il n'y a pas de revanche plus éclatante, plus noble et plus dévastatrice que de devenir totalement inatteignable. Pas par haine, car la haine demande de l'énergie, mais par simple manque de temps pour les futilités et les toxines. Ton temps est devenu ta ressource la plus précieuse, ton capital le plus sacré. Tu ne vas plus le gaspiller à décoder les intentions cachées, à analyser les non-dits ou à essayer de soigner les névroses d'un individu qui se complaît dans sa propre fange et qui ne connaît pas le sens du mot loyauté. Tu as appris à faire défiler les opportunités de croissance plutôt que les regrets du passé. Tu as compris que ton énergie est un écosystème fragile, qu'il faut protéger des espèces invasives. Tu as appris à dire « je n'ai pas le temps pour ça » ou « ceci ne me concerne plus » et à le penser vraiment du plus profond de ton être. Le karma n'est pas une punition divine qui tombe du ciel avec des éclairs, c'est juste la conséquence logique, mathématique, d'une vie passée à semer le chaos, la discorde et la souffrance. Celui qui ne construit rien, qui ne fait que parasiter les structures existantes, finit inévitablement par habiter dans des ruines, entouré de fantômes et de rancœurs. Toi, tu as ramassé les débris de ton cœur, ces morceaux de verre qui te coupaient entre les mains, il y a encore peu de temps, et tu en as fait une mosaïque magnifique. C'est peut-être un peu fêlé par endroits, il y a des cicatrices non visibles, des jointures un peu grossières, mais c'est solide, c'est authentique, c'est une œuvre d'art résiliente et surtout, ça t'appartient en propre. Personne ne peut te l'enlever. C'est le concept du kintsugi japonais, l'art de réparer les poteries, brisées avec de l'or, rendant l'objet plus beau et plus précieux qu'avant la cassure. Tes failles sont désormais tes plus grandes forces. Maintenant, parlons sérieusement de la suite. Parce que rester dans l'observation passive de son échec à lui ne suffit pas pour ta propre ascension. Il ne s'agit pas seulement de ne plus être une victime, il s'agit de devenir un bâtisseur. Il faut que tu consolides ta position stratégique pour que jamais, au grand jamais, un autre spécimen de la même espèce, sous un autre masque, avec un autre nom, ne puisse franchir tes barrières de sécurité. Tu dois développer une sorte d'immunité psychologique, un système de défense qui détecte les microsignaux de manipulation avant même qu'ils ne deviennent dangereux. Première chose, et c'est souvent la plus dure, fais le ménage dans tes contacts de manière chirurgicale presque impitoyable.
Si une personne de ton entourage, même un ami de longue date, continue de justifier les comportements abusifs que tu as subis, si elle minimise ton vécu sous prétexte de neutralité ou de paix sociale, cette personne n'est pas ton ami, elle est un danger. La neutralité face à l'oppression est une forme de complicité tacite. Entoure-toi exclusivement de gens qui n'ont pas besoin de t'écraser pour se sentir grand. De gens qui célèbrent tes victoires, au lieu de les jalouser secrètement. C'est un tri nécessaire, parfois déchirant, mais c'est une question de survie pour ton équilibre à long terme. On ne peut pas guérir dans l'environnement qui nous a rendus malades. Rappelle-toi, la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton entourage. Un seul fruit pourri peut contaminer tout le panier. Ensuite, reprends le contrôle total et absolu de tes ressources. Et je ne parle pas seulement d'argent, même si l'indépendance financière est le premier pas vers la liberté. Je parle de ton attention. Ton attention est la monnaie du 21e siècle, et les manipulateurs sont des voleurs de banque. Apprends l'art de l'économie personnelle, ne donne ton aide, ton écoute et ton temps qu'à ceux qui ont prouvé leur fiabilité et leur bienveillance sur la durée. On ne construit pas une cathédrale avec du sable mouvant, on la construit avec des pierres taillées une par une, avec patience. Ta générosité est un trésor, une perle rare. Cesse de la distribuer comme des prospectus publicitaires à la sortie d'un métro bondé. Apprends à être avare de toi-même pour mieux donner à ceux qui le méritent vraiment. Apprends à savourer ta propre compagnie, à ne plus avoir peur du vide ou du silence, car c'est dans ces moments-là que tu entends enfin ta propre voix. Troisièmement, réapproprie-toi ton espace physique et mental de manière rituelle. Change la disposition de tes meubles, repeins ce mur dont la couleur te rappelle une dispute. Jette sans hésiter les objets, les vêtements ou les cadeaux qui sont imprégnés de souvenirs amers ou de manipulations passées. Crée-toi un sanctuaire, un lieu où chaque objet a une fonction positive ou une esthétique qui te plaît à toi et à toi seul. Ton domicile doit être le reflet de ta nouvelle clarté intérieure, pas le musée poussiéreux d'une relation défunte. Quand ton environnement change, ton cerveau reçoit un signal biochimique puissant. L'ancienne époque est définitivement révolue, une nouvelle ère commence. C'est de la neuroplasticité appliquée. Débarrasse-toi de cette vieille veste qu'il aimait tant, change de parfum, redécouvre des musiques qu'il critiquait. Reprends possession de tes goûts, de tes envies, de ton corps. Enfin, pratique l'honnêteté radicale envers toi-même, sans complaisance, mais sans cruauté. Ne te voile plus la face sur tes propres zones d'ombre, sur ces failles narcissiques ou ces blessures d'enfance qui t'ont poussé à accepter l'inacceptable, à rester quand tu aurais dû courir. On ne tombe pas dans ces filets par pur hasard. On y tombe souvent parce qu'on cherche inconsciemment à réparer chez l'autre ce qui est cassé en nous ou parce qu'on a été conditionné à croire que l'amour est une souffrance nécessaire. Soigne tes propres blessures, va voir ce qui fait mal, apprends à t'aimer avec une telle intensité que le moindre signe de manque de respect, la moindre petite humiliation, pour rire, devienne une raison immédiate et non négociable de partir. Sans explication, sans débat, sans dernière chance. Le respect n'est pas une option, c'est le ticket d'entrée. Tu n'es pas un centre de réhabilitation pour personnes toxiques. Tu n'es pas responsable de leur traumatisme et tu n'as pas à sacrifier ta vie pour essayer de les sauver. C'est ce parcours de transformation, cette métamorphose de la douleur en puissance, qui rend le prédateur fou de rage contenue. Il voit de loin que tu n'es plus la même proie, tu as muté. Tu es devenu quelque chose qu'il ne comprend pas, une créature qui n'a plus besoin de son regard pour valider son existence, qui n'a plus besoin de ses miettes pour se nourrir. Il te voit t'épanouir, réussir, briller, et cela le renvoie à sa propre médiocrité, à son incapacité chronique à construire quoi que ce soit de durable. Et c'est là, dans cette indifférence souveraine, dans ce calme olympien, que réside ta véritable et définitive victoire. Tu n'as plus besoin qu'il s'excuse, car ses excuses seraient de des mensonges. Tu n'as plus besoin qu'il soit puni par une force supérieure, car le simple fait qu'il doive vivre avec lui-même, avec sa propre noirceur et sa propre solitude intérieure pour le reste de ses jours, est une sentence bien plus lourde que n'importe quelle vengeance. Il est condamné à être lui-même, et c'est son plus grand châtiment. Il passera sa vie à chercher une autre toi, mais il ne trouvera que des reflets pâles, car personne n'a la même lumière que celle que tu as forgée dans le feu de l'épreuve. Pendant que tu avances vers la lumière, lui reste sur le bord de la route, dans l'ombre, à essayer de comprendre avec sa logique défaillante pourquoi sa vieille recette, celle qui marchait si bien autrefois, ne fonctionne plus sur toi. Il va essayer de te remplacer, il va trouver une autre pile, quelqu'un d'autre à qui raconter ses fables héroïques et ses tragédies de pacotille, mais au fond de lui, dans ces moments de silence nocturne qu'il redoute tant,
Il saura toujours que tu es celui ou celle qui lui a échappé, celui ou celle qu'il n'a pas pu briser totalement. Tu es la preuve vivante, l'incarnation de son échec. Il se souviendra de ta force, de ta résilience, et cela le hantera comme un spectre. À quel moment précis as-tu senti que ton indifférence était devenue ton armure la plus solide, ton bouclier le plus impénétrable face à ces tentatives désespérées de reprise de contact ? Était-ce ce matin où tu as oublié son anniversaire, te rendant compte seulement 3 jours plus tard que la date était passée sans que tu n'y penses une seconde, ou ce soir où tu as vu sa voiture sur un parking et que tu n'as ressenti qu'une légère pointe d'agacement, comme si tu croisais un obstacle sur la route avant de passer à autre chose et de commander ton plat préféré avec un sourire aux lèvres? Était-ce quand tu as supprimé ces dernières photos cachées au fond d'un dossier, sans verser une larme, mais avec un sentiment de soulagement immense, comme si tu vidais enfin une poubelle trop pleine. C'est un long chemin, je le sais, parsemé d'embûches et de rechutes émotionnelles. On ne se remet pas d'un tel naufrage, d'une telle tentative d'assassinat psychique en un claquement de doigts. Il y a des jours où l'ombre revient, où le doute s'installe, où la nostalgie de l'illusion te tiraille encore un peu. Mais chaque matin où tu te réveilles sans l'angoisse d'un conflit imminent, sans avoir à vérifier ton téléphone avec la peur au ventre, est une victoire éclatante sur l'obscurité. Chaque décision que tu prends pour ton propre bien-être, pour ta propre joie, sans demander la permission à qui que ce soit, est un acte de rébellion héroïque, une déclaration d'indépendance. Tu as survécu à une épreuve que beaucoup ne peuvent même pas concevoir, une guerre invisible où les balles sont des mots et les tranchées sont des silences. Sois fier de tes cicatrices, elles ne sont pas des marques de honte, elles sont les médailles de ta liberté chèrement conquise, les preuves de ta robustesse. Elles racontent l'histoire d'une personne qui a été brisée, mais qui a choisi de se reconstruire plus forte, plus sage et plus belle. Le monde est vaste, infiniment plus vaste que le petit bocal toxique dans lequel il ou elle essayait de t'enfermer. Il est rempli de gens authentiques, de cœurs ouverts, de rires sincères qui ne cachent pas de poignard et de relations saines qui ne demandent pas le sacrifice de ton âme ou de ta dignité sur l'autel de l'ego d'un autre. Il est rempli de couchers de soleil que tu peux admirer sans qu'on te gâche le moment, de voyages que tu peux faire sans avoir à te justifier, de projets que tu peux lancer sans qu'on te dise que tu n'y arriveras jamais. Ne laisse plus jamais l'ombre d'un fantôme, aussi persistant soit-il, obscurcir ton avenir ou te faire douter de ta lumière. Le passé est une leçon brutale, certes, mais ce n'est pas une condamnation à perpétuité. Tu as repris les commandes de ton existence, tu as rallumé les moteurs, et personne, absolument personne, n'a plus le droit de te les arracher ou de saboter ta trajectoire. Tu es désormais le pilote, le navigateur et le propriétaire de ton propre destin. Regarde devant toi, l'horizon est enfin dégagé, l'air est pur. Les signaux d'alarme, ces red flags que tu ignorais autrefois par excès de bonté ou par naïveté, sont désormais gravés dans ta mémoire, non pas comme des traumatismes paralysants, mais comme un système de navigation ultra perfectionné, un radar de haute précision. Tu sais maintenant repérer l'arrogance déguisée en confiance, la manipulation déguisée en attention et le vide déguisé en mystère. Tu es plus lucide, plus ancré, plus présente à toi-même que tu ne l'as jamais été de toute ta vie. Tu as transformé le plomb de ta souffrance en l'or de ta conscience. C'est cela, la véritable alchimie, la véritable puissance de l'esprit humain. Tu as traversé le feu et tu n'as pas seulement survécu, tu as été purifié. Continue de marcher, ne te retourne plus. La poussière de ce passé s'efface déjà sous tes pas. Ne regarde pas en arrière pour voir s'il te suit, car il est déjà loin derrière, figé dans sa propre incapacité à évoluer. Tu es libre, et cette liberté est le plus beau des cadeaux que tu pouvais te faire et la plus cinglante des réponses à ceux qui voulaient t'éteindre. Ta lumière brille désormais d'un éclat que rien ne pourra plus ternir, car elle ne dépend plus de personne d'autre que de toi. Elle est alimentée par ta propre estime, par ton propre respect et par ton propre amour. Si ce partage t'a permis de mettre des mots sur ton ressenti profond, si tu y as trouvé un écho à ta propre lutte, tu sais comment soutenir ce travail de libération et de prise de conscience. Ta voix compte, ta reconstruction est une inspiration pour tous ceux qui sont encore dans le brouillard, pour tous ceux qui pensent encore qu'ils ne s'en sortiront jamais. Montre-leur que c'est possible, montre-leur que la vie après l'emprise est non seulement possible, mais qu'elle est infiniment plus riche et plus vibrante. Ne l'oublie jamais, tu es le héros de ta propre histoire et le chapitre de l'emprise est définitivement clos. Le livre de ta vie s'ouvre sur des pages blanches, prêtes à recevoir tes plus belles aventures, tes plus grands rires et ta paix retrouvée.
Profite de chaque seconde de cette souveraineté retrouvée, elle est ton droit le plus strict, ta plus belle conquête. Respire à plein poumon, souris à l'inconnu, et avance avec la certitude que le meilleur est enfin là, juste devant toi. Tu as gagné la bataille la plus importante de ta vie, celle pour ton propre être. Et cela, personne ne pourra jamais te le reprendre.